Bonjour à tous, pour ceux qui n'étaient pas là dans les conférences précédentes, nous sommes ravis de vous accueillir sur ce salon Connect Plus Event pour la 5e édition. Donc il y a 12 conférences aujourd'hui et j'espère qu'on va pouvoir tenir la cadence qui pour l'instant est très serrée, mais bon. Voilà, l'ensemble de ces conférences seront en replay et accessibles sur la chaîne YouTube de Connect Wave et sur notre site. Et pour ceux qui assistent à cette conférence, merci de me dire d'acquiescer la bonne qualité du son et de l'image sur le bouton marqué discussion en bas de l'écran Zoom par un oui très simple. Voilà, pour vos questions, vous les posez dans le bouton en bas Q et R comme questions et réponses et nous y répondrons en fin de conférence tous ensemble. Voilà. Alors, cette conférence est menée par la société Emitech avec Olivier Heyer et Jean-Christophe Denis, je pense. Je ne suis pas sûr, mais Olivier, il est bien là. A priori, Jean-Christophe n'interviendra pas. Oui, j'ai cru comprendre qu'il était en congé ou quelque chose comme ça. Il est en congé jusqu'à aujourd'hui. Il est là, il est sur le stand. Donc, il est sur le stand, d'accord. Voilà, donc le sujet, mais tu vas mieux l'exprimer que moi, ça concerne la réglementation des produits radio, notamment dans l'intégration des chips et modules radio certifiés. Comparatif éventuel entre la démarche en Europe, marquage CE, et en Amérique du Nord, marquage FCC et IZ. Voilà, sauf si j'ai dit des bêtises. Ah ben non, je le vois sur ton écran. Donc, voilà, bon, tu as traduit, Philippe, exactement ce qui est écrit sur l'écran. C'est tout à fait ça, et on va parler effectivement de ça voilà, pendant quelques minutes. Ok, eh ben, très bien, Olivier. Eh ben, je te laisse la parole sans perdre plus de temps. Très bien, merci Philippe. Bonjour à tout le monde. C'est toujours un peu bizarre de faire des conférences en distanciel comme ça, mais merci de vous être connectés et de suivre cette présentation. Donc effectivement, on va parler de réglementation européenne. Alors ça va être assez court parce que parler de réglementation en une demi-heure, c'est un peu short, entre guillemets, mais on va essayer de faire le tour rapide de la question. Et après, si justement vous avez des questions déjà en fin de section, on va pouvoir en parler. Et après, vous pourrez nous rejoindre sur le stand si vous avez des questions plus précises sur les produits que vous souhaitez développer. Donc, je m'appelle Olivier Heyer, je suis le responsable du laboratoire Emitech de Montpellier. Je vais faire rapidement une présentation d'Emitech pour ceux qui ne nous connaissent pas, et après, je rentrerai dans le vif du sujet. Voilà, donc Emitech est un groupe constitué d'Emitech et de 7 filiales. On est pratiquement 600 personnes maintenant. C'est un groupe qui est franco-français, qui existe depuis 1989, dont le siège social est à Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc là, vous voyez sur ce slide les différentes filiales du groupe. Donc le travail que nous pouvons effectuer et notre spécialité, c'est de réaliser des essais et tout ce qui va autour sur tous les environnements finaux dans lesquels les produits vont être implantés. Donc, ces environnements sont d'abord les environnements électriques et électromagnétiques, donc tout ce qui concerne la radiofréquence, donc ce qui nous concerne un peu aujourd'hui, et notamment la qualification des produits radio, tout ce qui est champ électromagnétique, tout ce qui est compatibilité électromagnétique, et tout ce qui est foudre indirect, donc on trouve surtout dans l'aviation. Les essais électriques qui sont plus l'apanage de l'automobile, et tout ce qui est la sécurité électrique des équipements qui vont être mis sur le marché. Voilà. Ça, c'est les environnements électriques. Et après, tout ce qui est environnement physique, on peut faire des essais donc, de vibration, de choc, des essais climatiques, des essais donc, hydrauliques. On peut aussi tester les équipements au feu, pour l'aviation aussi et pour l'automobile. On peut aussi réaliser des essais acoustiques et des essais de fiabilité dans le cadre du programme ALTEAS. Voilà. Ce sont les principales activités qu'on peut proposer. Donc, ça s'articule autour de deux grands axes. D'abord, nous sommes laboratoire d'essai, c'est notre premier travail d'origine, mais aussi on peut réaliser des expertises et de l'ingénierie, soit en amont, avant que les produits soient mis sur le marché, pour leur faire passer plus facilement la qualification, et aussi en aval, lorsque le produit n'a pas atteint
les performances requises, hein, sous forme du respect de normalisation ou de réglementation. Et là, on peut intervenir et vous aider à mettre le produit en conformité. On peut aussi réaliser des formations dans ce domaine-là. Alors, les deux domaines sur lesquels nous travaillons, c'est le domaine d'abord réglementaire, hein, dans le cadre du marquage CE, par exemple, ou bien du marquage grand E pour les produits qu'on va embarquer en automobile. Et puis, on peut aussi intervenir sur le marché en dehors de l'Union européenne, hein, tous les marchés export, donc au travers du schéma OC, par exemple, ou de l'accès à des marques de certification. Ça, c'est l'aspect réglementaire, mais on peut aussi vous demander de répondre à un cahier des charges, par exemple, hein, suivant des spécifications particulières. Et toujours dans ces domaines de l'environnement que j'ai évoqués tout à l'heure, nous pouvons réaliser un certain nombre de prestations autour de ça qui comprennent bien entendu les essais. Notre implantation géographique, vous le voyez, est assez vaste sur le territoire. Hein. Nous sommes très proches de nos clients. Pour information, nous sommes aussi éligibles pour tout ce qui est crédit impôt recherche et crédit impôt innovation. Nous sommes bien entendu, la plupart de nos laboratoires sont accrédités par le Comité français d'accréditation, hein, le COFRAC. On a la particularité, et j'en parlerai juste pour terminer dans le dernier slide, d'être un partenaire privilégié de Sigfox. Et dans le cadre donc, de nos formations, nous sommes agréés au PQF. Voilà, vous avez ici les différentes implantations du groupe. Donc pour terminer, les spécificités des MITEC Montpellier, qui est très axée sur la partie radio, on peut vous aider donc, à répondre à tout ce qui est exigences réglementaires, directives et règlements. On peut être aussi un point d'entrée sur toutes les demandes, bien sûr, du groupe MITEC. Un point qui peut être intéressant pour les gens qui font de la radio, on peut faire de la mise au point aussi de produits RF, donc soit par le choix stratégique des chips que vous allez intégrer. On peut aussi faire du matching d'antenne, du design d'antenne. Et l'intérêt, c'est que comme on a des cages de Faraday, on peut aussi, une fois que la boîte est refermée, s'apercevoir si le matching est correct. Nous sommes bien sûr laboratoire d'essai et on est le seul laboratoire d'ailleurs à être reconnu et accrédité pour les prestations autour de Sigfox. On peut faire des essais spécifiques à l'IM, ça c'est pour la RFID, mais pour l'immunité au RFID notamment, qui est requise au niveau de la FDA pour les produits médicaux. Nous sommes chez MAOC, ça c'est pour la partie internationale en CVM et en sécurité électrique. Et nous sommes accrédités COFRAC, ça je l'ai dit tout à l'heure. Et on est candidat pour la sécurité électrique, mais c'est bien parti pour. On peut aussi, on a des moyens particuliers en fort courant. Nous pouvons vous aider à faire de la mise en conformité, ça je l'ai évoqué il y a quelques minutes, particulièrement à Montpellier. Et puis la dernière chose, c'est qu'on peut être agent pour l'accès aux États-Unis, donc FCC et ICED, on en parlera tout à l'heure, et aussi à l'organisme notifié pour la directive RED. Voilà. Donc si vous avez des questions sur le sujet, on pourra l'évoquer éventuellement en fin de cette conférence. Pour ce qui est de l'accès à l'Europe, eh bien, vous n'êtes pas, j'imagine, sans savoir que pour apposer le marquage serré sur un produit, eh bien, il faut répondre à toutes les directives qui traitent de marquage CE. Donc là, je vous ai donné un petit exemple. Vous avez un produit, par exemple, qui n'est relié au réseau d'alimentation et qui n'est pas radio, par exemple, il doit répondre à la directive CEM, il doit probablement répondre à la directive basse tension, aussi à la directive ROHS. Hein, il y a beaucoup de produits électriques et électroniques qui sont soumis, bien sûr, à cette directive-là. Et dans chacune de ces directives, on va retrouver un domaine d'application qui va exprimer si votre produit est bien soumis à cette directive-là ou pas. Et cette directive-là est traduite sous forme d'exigences essentielles. C'est vraiment le point clé de la directive. C'est-à-dire, généralement, pour répondre à la directive, il faut répondre aux exigences essentielles. On va traduire ça un petit peu sur un cas particulier de la directive RED. Ne pas oublier, alors donc, ça donne accès, si votre produit est soumis uniquement à ces trois directives-là, ça donne accès au marquage CE. Ne pas oublier qu'il existe des directives connexes qui ne sont pas forcément de marquage CE. Je prends l'exemple, par exemple, de la directive D3E, qui, elle, va traiter de la poubelle barrée, que vous connaissez tous plus ou moins, qui n'est pas donc dans le cadre du marquage CE, mais qui est quand même une directive européenne de type nouvelle approche. Si je me rapproche maintenant et je rentre dans le cadre de la directive RED, donc la directive RED, c'est la directive des produits radio, hein, donc je reprends le schéma tout à l'heure, cette directive a pour nom de code 2014-53 UE, elle a un domaine d'application et des exigences essentielles qu'on va voir à l'instant. Donc le domaine d'application, il est relativement simple, c'est tous les équipements radioélectriques qui sont soit émetteurs, soit récepteurs de radiocommunication, ou les deux, bien entendu. Donc à partir du moment où vous mettez sur le marché un produit qui va contenir de la connectivité radio, eh bien, il sera soumis à cette directive européenne dans le cadre du marquage CE. Il faudra donc répondre à ces exigences essentielles.
Ces exigences, justement, quelles sont-elles? Eh bien, la première, c'est l'utilisation du spectre radioélectrique, donc utilisation efficace. Donc, ça veut dire utiliser les bonnes fréquences, ne pas générer trop d'harmoniques, utiliser la bonne fréquence, quel que soit le domaine de température dans lequel vous allez travailler, le domaine de tension aussi, si votre produit est alimenté à plusieurs tensions, etc. Donc, on va vérifier un certain nombre de paramètres radio de votre produit et on va vérifier qu'il colle bien avec les normes exigées. Il va y avoir aussi, parallèlement à ces contraintes liées à l'utilisation du spectre, des contraintes de compatibilité électromagnétique, donc suivant la directive CEM, et des contraintes aussi de sécurité et de santé, notamment liées à la directive basse tension. Petit particulier lié à cette directive basse tension, qui normalement est accessible pour les équipements, enfin soumise plutôt pour les équipements qui ont une tension d'alimentation au-delà de 50 volts ou 75 volts, selon si on est en alternatif ou en continu, et bien là, il n'y a pas de seuil inférieur de tension. C'est-à-dire qu'une simple télécommande radio avec des piles sera soumise à la directive basse tension. Donc, il y a un certain nombre de vérifications à faire dans ce domaine. C'est vraiment la particularité de la directive RED. Donc, la directive RED, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit si vous avez un produit, alors là, j'ai pris une machine à laver, ça pourrait être n'importe quel autre produit, qui peut être soumis, par exemple, à la base à la directive CEM et ou à la directive basse tension, eh bien, ce produit-là, si vous lui ajoutez de la connectivité avec un émetteur et ou un récepteur de radiocommunication, il va systématiquement rentrer dans le giron de cette fameuse directive RED qui intègre les exigences CEM et de sécurité électrique. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire des directives d'une manière générale? On a créé chez nous un schéma qui est un schéma explicite dans la plupart des directives européennes. Il y a 5 parties, 5 items à respecter. D'abord, généralement, dans les directives européennes, quelles qu'elles soient, hein, c'est le cas aussi de la directive RED, donc c'est pour ça que j'en parle maintenant, eh bien, on a toujours une ou plusieurs procédures d'évaluation possibles. Donc, il faut vérifier si vous êtes, vous, soumis à une procédure particulière. Le législateur a privilégié la procédure qu'on appelle souvent par abus de langage l'autocertification. Hein. Il s'agit en fait, le vrai terme, c'est le contrôle interne de la fabrication. Donc là, le fabricant est seul responsable de la mise sur le marché. Il n'a pas besoin de passer par un organisme tiers pour mettre son produit sur le marché pour la directive concernée. Parfois, dans certains cas, et on le verra tout à l'heure dans le cadre de la RED, on a besoin de passer par un organisme tiers qu'on appelle organisme notifié, qui va émettre généralement à la fin soit une attestation, soit un certificat, de manière à vous permettre d'apposer le marquage CE dans le cadre de cette directive-là concernée. Le deuxième item, c'est l'analyse de risque. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus apparaître dans toutes les nouvelles directives. Et cette analyse de risque, elle est nécessaire pour la directive RED, elle est nécessaire pour la directive CEM et pour la directive basse tension. Comme c'est quelque chose d'un peu nouveau, il y a beaucoup de fabricants qui oublient de faire cette analyse de risque et le législateur, s'il fait un contrôle de votre produit, il peut vous demander de lui montrer son analyse de risque. Alors, cette analyse doit se faire, bien sûr, par rapport aux exigences essentielles. C'est-à-dire, si vous faites une analyse de risque en CEM, vous allez faire cette analyse par rapport aux exigences essentielles de la CEM. Voilà. Là, en l'occurrence, la RED couvre les 3 exigences que j'ai évoquées tout à l'heure, je vous le rappelle, radio, CEM et sécurité et santé. Donc, il va falloir faire une analyse de risque sur ces 3 items. Et nous, à Unitech, on peut vous aider à faire cette analyse si vous vous sentez incapable ou si vous ne vous sentez pas la possibilité de le faire correctement. Après ça, le 3e item, c'est la validation technique. C'est celle que la plupart des fabricants voient quand ils parlent de directives. C'est tout ce qui traite du sujet des normes. Donc, quelles sont les normes qui vont s'appliquer à mon produit et comment je vais pouvoir vérifier ces normes? Alors là, bien sûr, en général, on passe par des laboratoires. Hein, quel que soit le système, hein, même si vous faites de l'auto-certification, vous devez répondre généralement à des normes qui sont plus ou moins harmonisées. Alors, c'est quoi, juste 30 secondes, une norme harmonisée? C'est une norme qui a été validée par le législateur et qui permet de répondre aux exigences essentielles techniques de la directive concernée. Donc, au journal officiel, régulièrement, vous avez une liste de normes harmonisées qui apparaît. Et si vous trouvez une norme qui correspond à votre produit, en l'appliquant normalement, vous répondez à la validation technique de la directive. Il n'empêche qu'il y a tout le reste à faire. L'item suivant, c'est tout ce qui est information à l'utilisateur. Vous devez donner un certain nombre d'informations pour que l'utilisateur puisse bien utiliser son produit dans les règles de sécurité qui incombent à la directive, tout en respectant, bien entendu, les exigences essentielles. Ça implique de mettre des informations parfois sur la notice,
parfois aussi de faire des marquages particuliers. Au niveau de la notice, par exemple, au niveau de la directive RED, il y a des choses à rajouter. Il faut absolument mettre la déclaration de conformité. On va l'évoquer tout à l'heure. Le dernier point à réaliser, c'est tout ce que moi j'appelle l'engagement du fabricant, qui concerne la documentation, on va dire, technique annexe. Donc, dans cette documentation, vous avez une déclaration de conformité qui est un peu le centre névralgique de la directive, puisque quand le fabricant a réalisé tout ce qu'il y avait avant, hein, c'est-à-dire mis les informations qui vont bien, validé techniquement son produit, fait son analyse de risque et bien entendu valider la bonne procédure, eh bien il doit faire la déclaration comme quoi son produit respecte bien les exigences de la directive ou des directives concernées. Hein, juste un petit point particulier, une déclaration de conformité peut être réalisée pour toutes les directives qui traitent de marquage CE. Vous n'êtes pas obligé de faire une déclaration par directive. Si votre produit doit respecter la directive RoHS et RED, eh bien, vous pouvez faire une seule déclaration de conformité pour ces deux directives. Il faut aussi établir un dossier technique complet. Hein. Un dossier technique permet de montrer comment vous fabriquez et comment vous tenez la fabrication de votre produit. Dans ce dossier technique, l'analyse de risque, par exemple, sera introduite dans ce dossier. Et vous devez aussi assurer la traçabilité. Alors, sous quelle forme? Sous forme du suivi du produit, parce que quand votre produit va évoluer lors de sa vie, hein, vous allez peut-être concevoir un produit qui va s'appeler A, et puis au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, vous allez percevoir que vous avez plein de clients qui vous demandent d'améliorer ce produit-là. Vous pouvez continuer à l'appeler A, mais il va y avoir des petites fonctionnalités en plus, ou bien des choses qui ont été reroutées, ou des petites choses comme ça qui vont évoluer. Eh bien, vous devez vérifier qu'à chaque fois que vous sortez un nouveau produit et que vous le mettez sur le marché, il continue à respecter les exigences essentielles. Donc là, vous allez, si vous suivez le produit, vous allez travailler sur l'analyse de risque et faire évoluer cette analyse de risque de manière à ce que vous puissiez toujours dire mon produit continue à respecter les exigences, ou alors, malheureusement, il ne les respecte plus, et il faut que je me tourne vers le laboratoire pour assurer la validation technique, voire modifier éventuellement les marquages et la notice de mon produit. Voilà. De même, il faut faire aussi un suivi réglementaire et normatif, c'est-à-dire que certaines normes évoluent dans le temps, elles s'adaptent aux conditions, on va dire, environnementales qui sont l'augmentation des réseaux de radiocommunication, par exemple, qui vont s'élargir. Et donc, on a besoin de s'adapter à tout ça, et les normes évoluent dans ce sens, et vous devez, à chaque fois que vous mettez un produit sur le marché, vous assurer qu'il continue à respecter les normes en vigueur. Tout ça permettra donc d'apposer le marquage sur le produit et de pouvoir le mettre sur le marché de l'Union européenne. Si on se focalise maintenant un peu plus sur la directive RED, eh bien, les procédures d'évaluation, et je ne vais pas aller plus loin, je ne ferai pas les autres items parce que sinon je suis là pour 2 heures, on a la possibilité de faire, donc parfois, et on va voir comment, le contrôle interne de fabrication, c'est-à-dire, je le rappelle, l'autocertification, mais pour pouvoir appliquer ce module A, alors attention, juste un petit instant d'attention, module A n'a rien à voir avec le module que vous allez intégrer dans le produit. Le module A, c'est un jargon des directives qui permet donc de faire ce contrôle interne de la fabrication. Donc, si vous pouvez appliquer le module A, pour pouvoir appliquer ce module A, c'est faire de l'autocertification, vous devez absolument réaliser tous les essais radio, donc tous les essais de la partie radio des exigences essentielles, sur le produit complet, suivant les normes ou la norme harmonisée qui incombe au produit. Je prends un exemple, vous intégrez du Bluetooth dans un produit, eh bien vous devez répondre à toutes les exigences de la norme 300-208, 300-328, excusez-moi, pour justement répondre aux exigences de ce module A. Donc pour faire de l'autocertification, vous devez faire tous les essais de cette norme-là sur votre produit fini, le produit complet. Il faut le faire vraiment sur la globalité du produit. Si je prends un exemple, je reprends ma machine à laver, j'intègre dans cette machine à laver un module, eh bien je devrais réaliser, donc ce module devient radio, donc émetteur de radiocommunication, donc soumis à la directive RED, eh bien je dois réaliser la globalité des essais sur la globalité du produit, donc sur le produit fini. C'est une exigence. Voilà. Donc ça, c'est la première possibilité. Et c'est la seule qui vous permettra de faire de l'autocertification. Si malheureusement, vous ne pouvez pas faire ces essais sur la globalité, ou bien si vous intégrez par exemple un module déjà certifié, à ce moment-là, vous devez passer par un autre module qui s'appelle le module BSC, qui nécessite de passer par un organisme notifié. Donc l'organisme notifié va vérifier
obligatoirement l'exigence radio, hein, puisque c'est celle-là qui vous permettait éventuellement de faire le module A. Donc, il va vérifier cette exigence radio par le biais des rapports d'essai que vous allez lui fournir, hein, donc rapport du module, mais aussi rapport d'intégration, et tout ce qui concerne le dossier technique et les éléments que j'ai évoqués tout à l'heure. Voilà. Il peut éventuellement, si vous le souhaitez, vérifier aussi les autres exigences de la directive RED, donc la CEM et la sécurité et la santé. Ce n'est pas une obligation, mais ça vous donnera un certificat plus large qui vous permettra d'accéder de manière un peu plus sûre auprès de vos clients, voire auprès de pays qui sont un petit peu tatillons sur le sujet. Et l'organisme notifié va vous émettre donc un rapport d'évaluation avec un certificat UE2I. Il existe un autre module qui est relativement peu utilisé, qui est le module H, qui concerne l'assurance complète de la qualité. On sollicite là aussi un organisme notifié, mais là, il va aller plus loin. Il va vérifier tout votre système qualité et il va aussi réaliser régulièrement des audits de surveillance de la production et de votre système qualité. Voilà. Comme c'est un petit peu plus contraignant, très peu de fabricants utilisent ce module, mais sachez qu'il est possible de l'utiliser. Alors, juste un petit exemple, hein, lorsqu'on utilise le module BSC, eh bien, je reprends toujours ma machine à laver, hein, j'intègre mon module radio à l'intérieur. Cette fois-là, le module il est déjà qualifié par mon fournisseur, hein, donc il a les moyens de me fournir un rapport d'essai qu'il a réalisé sur le module seul. À ce moment-là, une fois que j'intègre mon module, je dois réaliser uniquement des essais d'intégration sur le produit fini. Je n'ai pas besoin de refaire tous les essais de la norme. Et sachant que l'ON, l'organisme notifié, demandera la preuve de conformité de ce module et demandera aussi la preuve de conformité des essais d'intégration pour être sûr que les essais ont bien été faits une fois que le module radio a été intégré dans le produit final. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir des phénomènes de désadaptation qui pourraient être problématique pour la conformité du produit. Voilà pour ça. Juste donc quelques slides sur ce qui se passe aux États-Unis. Donc après, vous pourrez poser des questions éventuellement si vous n'avez pas trouvé clair ma présentation sur la partie Europe, hein, marquage CE. Donc au niveau des États-Unis et du Canada, alors la démarche est assez similaire pour les deux pays. Elle est un petit peu différente, bien entendu, par rapport à l'Europe. Ce qu'il faut savoir, c'est que là-bas, un petit peu comme en Europe, tout équipement utilisé dans les RTN donc, est soumis cette fois à une procédure de certification auprès d'un organisme certificateur. Donc, on est obligé de passer par un certificateur lorsqu'on a un émetteur de radiocommunication. Et vous verrez que l'approche modulaire est un petit peu différente de celle qu'on a en Union européenne parce qu'eux ne fonctionnent pas comme un produit dans son ensemble. Ils se focalisent sur le module. À l'issue donc de cette démarche auprès du TCB, qui fera le lien avec soit la FCC, soit ICED au Canada, eh bien, vous aurez un document qui vous permettra donc de mettre sur le marché. Alors, au niveau des USA, on l'appelle le Grant de certification ou le Grant of Equipment Authorization. Et au Canada, c'est le l'ICED Technical Acceptance Certificate, donc le certificat d'acceptation technique, qui vous permet donc, avec ces deux documents, de pouvoir mettre le produit sur le marché US et Canada pour l'aspect radio. Attention, il peut y avoir éventuellement d'autres aspects à prendre en compte, comme la sécurité électrique ou la CE. Les contraintes liées donc à ces démarches, eh bien, c'est que les essais ne peuvent être réalisés que par pour la radio, hein, je m'entends, que par des sites, des laboratoires donc, qui sont accrédités par la FCC ou qui sont accrédités par Industrie Canada. Donc, ces laboratoires ont une accréditation particulière, hein, c'est le cas d'Emitech. Et une fois que vous avez réalisé ces essais et que vous allez présenter, que vous avez présenté et qu'il y a eu acceptance auprès du TCB votre dossier, eh bien, vous pouvez apposer ce qu'on appelle le FCC-ID sur votre produit. Ce FCC-ID est composé de deux parties. Hein, une première partie que j'ai appelée XXXXX, en 5 caractères, qui représente votre société, et une deuxième partie que vous choisissez vous-même, qui représente en fait le nom du produit. Donc ça, c'est votre choix personnel. Il y a un certain nombre de caractères à respecter, ça éventuellement on peut rentrer dans le détail, mais vous pouvez vous-même créer votre code à partir du moment où vous êtes enregistré et que vous avez votre grand code au niveau de la FCC. Pareil au niveau du Canada, la seule petite distinction, c'est qu'au Canada, il y a un petit tiret entre le nom de compagnie qui est enregistré sur le site d'ICED, d'Industrie Canada, et le nom du produit que vous allez ajouter. Voilà. Alors, contrairement, comme je le disais tout à l'heure, à l'Union européenne, le module peut être certifié
pour l'Amérique du Nord. Donc là, c'est le module lui-même qui est certifié. Hein, je le rappelle, au niveau de l'Europe, ce qui est certifié, enfin, plutôt, ce qui permet d'apposer le marquage CE, c'est le traitement du produit dans son ensemble. Au niveau des États-Unis, on a une approche modulaire qui est beaucoup plus, je ne sais pas si on peut dire pragmatique, mais qui est beaucoup plus usitée. Et on peut valider tout simplement un module comme celui-ci, ce qu'on appelle un modular approval, c'est-à-dire qu'après, le fabricant aura la faculté d'apposer, de mettre le produit à l'intérieur de son produit, on va dire filaire, non radio, pour assurer de la connectivité de manière beaucoup plus simple. Pour pouvoir justement faire du modular approval sur un produit comme ça, c'est pour vous expliquer un petit peu la démarche, eh bien votre fournisseur devra respecter 8 critères. Alors là, je me suis focalisé sur ceux des USA, mais au Canada, c'est pratiquement les mêmes. Hein. Le premier critère, c'est que les éléments doivent être protégés par un blindage. On le voit sur cette petite photo, on a un blindage qui a été assuré sur la partie radiofréquence, de manière à ce que l'influence du produit au final soit minimisée. On doit avoir aussi de la bufferisation pour éviter la surmodulation du produit lorsqu'il sera inséré dans l'hôte final. On va aussi avoir nécessité de faire une régulation de l'alimentation parce qu'on ne sait pas a priori comment l'hôte qui va accueillir ce module va fournir l'alimentation au module. Hein. Donc si évidemment l'alimentation est trop forte, on risque d'avoir une augmentation de la puissance par rapport à ce qui était prévu sur le module validé tout seul. Et ça peut donc poser des problèmes de validité du produit au final. Le module doit avoir sa propre antenne intégrée. Hein. C'est généralement sur ces petits modules-là une petite antenne qui se trouve, alors pas dessous, mais qui est ici. Là, on la voit, je ne sais pas si vous la voyez ici. Ou alors un connecteur non standard, de manière à ce que l'utilisateur ne puisse pas mettre n'importe quelle antenne sur ce module. Il doit être testé dans une configuration autonome. Hein. Donc, alors, il peut y avoir des adaptations, bien sûr, mais il doit être testé comme ça, de manière à ce que quand vous le mettiez dans votre produit, eh bien, on est sûr que le module en lui-même a été validé. Il doit avoir son propre marquage. Donc, sur ce module-là, pour être sûr que vous achetez bien un module qui est certifié en modular approval, vous voyez qu'il y a un marquage dessus. Donc, ça veut dire qu'il a bien été certifié lui-même, ce qui n'est pas le cas en Europe, hein, puisque je le rappelle, en Europe, c'est le produit final qui doit avoir le marquage CE et pas le module. Et le module doit être bien entendu conforme à la réglementation applicable qui va bien, hein, bien sûr, et il doit respecter aussi tout ce qui est exposition humaine au champ électromagnétique, qui est un domaine qui est particulier à la radio, alors qu'en Europe, l'exposition humaine, c'est plutôt un domaine de la sécurité électrique. Il peut y avoir éventuellement confusion, c'est juste la petite anecdote qu'on peut avoir. Donc pour intégrer un module radio certifié en modular approval, quels sont les avantages? Évidemment, il y a peu d'essais à reprendre. La seule chose qu'il y a à faire, c'est des essais d'intégration, éventuellement revérifier, mais ça c'est marqué avec le module, l'exposition humaine au champ électromagnétique. On peut avoir aussi de la colocation à faire, c'est-à-dire que si vous mettez un deuxième module radio à proximité, il peut y avoir des phénomènes de colocation. Sachez qu'en Europe, on doit aussi, ça fait partie des exigences essentielles, on doit aussi réaliser ces essais de colocation pour s'assurer que le produit dans son ensemble respecte bien les exigences. On n'a pas de démarche de certification requise. Ça, c'est un gros avantage. Ça veut dire que même si vous n'êtes pas enregistré sur le site FCC, mais que vous voulez faire de la connectivité au niveau des États-Unis, il vous suffit d'avoir un produit, un module en modular approval pour pouvoir mettre ce module à l'intérieur sans avoir besoin d'avoir un nouveau FCC ID, puisque vous devez faire à ce moment-là un marquage particulier qui s'appelle Contains FCC ID avec la référence du module que vous allez intégrer. Voilà. Donc, il y a des conditions, bien sûr, d'intégration à respecter, mais il y a un marquage qui ne dépend pas de vous. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de vous enregistrer sur quoi que ce soit dans la base de données de la FCC. La seule chose que vous avez à faire, si vous avez un jour à contrôle, c'est montrer que vous avez fait des essais d'intégration et que vous avez bien un module qui est FCC, avec du modular approval, bien entendu. Une petite synthèse pour terminer. Donc, par rapport à tout ce que j'ai expliqué, donc, lorsque vous avez un module en Europe, hein, donc là on parle bien de l'Union européenne, qui est non qualifié, eh bien là, vous devez absolument faire le module A de la RED. À ce moment-là, vous devrez faire tous les essais radio sur le produit fini. Ça vous permet de faire de l'auto-certification, et à ce moment-là, vous pouvez apposer le marquage CE. Maintenant, si vous intégrez un module qui est déjà qualifié par votre fournisseur, vous avez le choix soit de repasser par le module A, vous avez le droit de refaire tous les essais si vous voulez, mais vous pouvez aussi passer par le module B et C de la RED. Là, à ce moment-là, vous n'avez que des essais d'intégration à faire sur le produit fini,
mais vous devez passer par l'organisme notifié, par l'intermédiaire d'un examen ludotype qui vous permettra d'accéder à un certificat, et après, vous pourrez apposer le marquage CE. Voilà. Donc, juste pour information, là, c'est une petite anecdote, pour les produits RFID, comme il n'y a qu'une fréquence, eh bien, pour les produits RFID à 13 mégas 56 ou à 125 kg, moi, je conseille, même avec un module qualifié, d'utiliser le module A de la RAID, parce que l'essai est très, très rapide, hein, et le fait de faire l'essai d'intégration couvre déjà pratiquement 80% des essais que vous aurez à réaliser sur le produit fini. Donc, il vaut mieux faire de l'auto-certification plutôt que de passer après par un organisme notifié. Vous allez perdre du temps, ça va vous coûter au moins aussi cher et vous n'allez pas gagner grand-chose, si ce n'est le fait de passer par un organisme tiers qui peut être un avantage vis-à-vis de vos clients. Rapidement, pour les États-Unis et le Canada, donc en Amérique du Nord, si vous avez un module non certifié en modular approval, à ce moment-là, vous devrez faire tous les essais sur le produit fini avec l'exigence de santé, hein, qui est un module radio bien particulier. Vous devez faire une certification donc, FCC et ou IC par l'intermédiaire d'un TCB. Et à ce moment-là, vous apposerez votre FCC ID et votre IC de certification sur votre produit. Si par contre le module est certifié en modular approval, ce qui est souvent le cas pour les produits d'intégration, à ce moment-là, vous n'avez que des essais d'intégration à faire sur le produit fini avec des exigences de santé. Ça s'apparente à de l'autocertification, hein, puisque vous n'avez pas besoin de passer par votre certificateur pour apposer le marquage et mettre sur le marché. Et à ce moment-là, vous ferez un marquage bien particulier, contains le FCC ID, mais cette fois, ce sera le FCC ID du module en lui-même. Bien entendu, lié à ça, il ne faut pas oublier toutes les autres exigences connexes, hein, c'est-à-dire les exigences de CEM, de sécurité et de santé, éventuellement de ROHS, D3E pour l'Europe, et éventuellement d'autres directives, hein, comme la directive médicale, directive machine, etc. Voilà, j'en ai terminé. Je pense avoir à peu près respecté le quota. Je ne sais pas s'il y a eu des questions ou autres. Oui. J'en vois quelques-unes. Olivier, Olivier, je te remercie infiniment. Allez, tu as débordé de 2 minutes. Ce n'est pas grave. Je vais me rattraper sur la prochaine conférence. Mais bon, écoute, j'ai tout compris. Voilà. Donc, très bien, Philippe. Merci. Parce que c'est vrai que c'est souvent un petit peu confus, mais là, tu as été clair, synthétique et factuel. Et je te remercie pour cela. J'ai une question là qui m'arrive, qui est la suivante. Dans le cas d'utilisation de tags RFID HF ou bien UHF sur des produits biologiques, êtes-vous en mesure de certifier le non-impact sur la qualité des produits commercialisés? Alors, le non-impact, est-ce que c'est un impact lié au fait que ce soit implanté, par exemple, ou alors en contact avec la personne? C'est des essais en fait, de biocompatibilité, ou est-ce que ça a un rapport directement avec la radio? Là, il faut peut-être demander à Patrice Floré, qui visiblement a posé la question, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Oui, parce que là, je ne saurais pas t'en dire plus. Alors, ce qui est sûr, c'est que les tags RFID, ça, j'en ai pas parlé, mais les tags RFID sont soumis à la directive RAID. Donc, c'est important parce qu'il y a beaucoup de gens qui fabriquent des tags qui pensent que comme c'est un produit même passif, hein, même les tags RFID à 13 mégas 56 sont soumis à la directive, hein, parce qu'ils influencent le champ. Donc, on veut savoir ce que ça peut impacter. Et donc, évidemment, les essais sont beaucoup plus simples. Il n'y a pas énormément de choses à faire. Néanmoins, il faut apposer un marquage CE dans le cadre de la directive RAID pour ces produits-là et faire un minimum de vérification technique pour s'assurer que le produit respecte bien les exigences. Voilà. Donc ça, c'est un point qui est souvent oublié par les gens qui font du tag. Après, la question que M. Fauré a posée, je ne peux pas trop y répondre par manque d'informations complémentaires sur ces questions. En fait. Voilà. Bon, il parle d'impact avec l'utilisation de la radio en général, mais peut-être pourrait-il venir sur le stand, sur votre stand pour... Tout à fait. Je pense que, alors c'est notamment le cas des tags UHF qui sont des tags actifs. Ce qui peut être important dans la question, c'est savoir quelle est l'exposition humaine, quel est le niveau d'exposition humaine de ces tags et donc l'impact sanitaire sur la personne. Et ça, c'est effectivement quelque chose qui est traité dans le cadre de la directive RAID. Donc là, on peut faire des mesures effectivement de SAR, de DAS, pour pouvoir vérifier l'impact sanitaire sur le produit. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout produit qui a moins de 20 cm du corps humain dans une utilisation normale, donc qui est porté à la main ou qui est porté sur soi
et dont la puissance excède 20 milliwatts est soumis à des exigences de DAS ou de SAR. Voilà. Sinon, on fait une mesure d'exposition humaine, mais cette fois en faisant une mesure de champ magnétique ou de champ électrique à une certaine distance. Ok, très bien Olivier. Écoute, je rappelle à tous nos auditeurs que vous disposez d'un stand qui est accessible via votre inscription préalable, où vous pourriez poser des questions plus détaillées à Olivier et je crois Jean-Christophe. À Jean-Christophe, tout à fait. Jean-Christophe par ailleurs. Merci Olivier d'avoir tenu le timing. Je crois que tu étais un peu stressé là-dessus, moi aussi. Ouais. Ok, bah, c'est parfait, on a réussi à tenir. Donc, on a été très rapide, très succinct, mais voilà. Bravo. Très bien, Philippe. Merci en tout cas pour l'organisation. Merci à toi. À très bientôt. Bonne Au revoir, journée. merci. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.